Le descendant, d'après Howard Philip Lovecraft. Interprétation Patrick Blandin. Réalisation Patrick Martinez-Bourna. J'écris ces lignes couché sur ce que le médecin appelle mon lit de mort. Et ma crainte la plus terrible serait qu'il se soit trompé. On est censé m'enterrer la semaine prochaine, mais... Il est un homme à Londres qui se met à hurler dès que les cloches de l'église sonnent. Il vit seul, avec son chat zébré à la pension Gray, et les gens le considèrent comme un fou inoffensif. Sa chambre est pleine de livres, parmi les plus innocents et les plus candides. Et il passe ses heures la tête plongée dans ses pages légères. Tout ce qu'il souhaite dans la vie, c'est ne pas penser. Pour une raison qu'on ignore, cette idée lui est insupportable, et il fuit comme un fléau tout ce qui stimule l'imagination. Bien que maigre, grisonnant, ridé, on dit qu'il est loin d'être aussi vieux qu'il en a l'air. Par ailleurs, une peur sinistre est toujours prête à s'abattre sur lui, et le moindre bruit le fera écarquiller les yeux et suer abondamment. Il n'a plus d'amis, ni compagnons, et n'aime pas qu'on lui pose des questions. Ceux qui le connaissent du temps où il était un homme esthète et érudit disent qu'il fait aujourd'hui peine à voir. Ceux-là, il les a abandonnés il y a des années, et ils ne savent même pas s'il a quitté le pays ou s'il s'est retiré dans un endroit isolé. Cela fait maintenant 10 ans qu'il est installé à la pension Gray, et il n'a jamais évoqué son passé, sauf ce fameux soir où le jeune Williams lui apporta le Necronomicon. Williams était un garçon rêveur, il n'avait que 23 ans, et lorsqu'il emménagea dans l'ancienne demeure, il ressentit un souffle étrange et presque cosmique émanant de l'homme fatigué qui habitait la chambre voisine. Il s'efforça de gagner son amitié là où les anciennes connaissances avaient renoncé, et fut fasciné par les crises de panique qui s'emparaient parfois de cet observateur décharné et hagard. Car un observateur attentif, c'est ce qu'il était, et personne n'en doutait. Il regardait et écoutait encore plus avec son esprit qu'avec ses yeux et ses oreilles, et semblait fuir quelque chose à chaque instant en noyant son regard dans une littérature insipide. Et lorsque les cloches de l'église sonnaient, il se bouchait les oreilles et criait, rejoint par son chat gris qui hurlait à l'unisson, et ne s'arrêtait qu'au dernier écho du battement des cloches. Mais Williams avait beau essayer, il ne parvenait pas à évoquer avec son voisin les aspects profonds de sa personnalité ou d'éventuels secrets. L'attitude du vieil homme s'opposait étrangement à son physique. Il affichait un sourire forcé, prenait un ton léger et s'exprimait sur des futilités en jacassant. Souvent, sa voix s'élevait et s'épaississait jusqu'à se fendiller dans l'aigu le plus incohérent. Il avait toutefois gardé des traces d'érudition, et Williams ne fut pas surpris d'apprendre qu'il avait été à Harrow et à Oxford. Plus tard, Williams comprit enfin qu'il s'adressait à Lord Northam, fameux pour son château sur la côte du Yorkshire, qui avait fait l'objet de tant de récits étranges. Mais lorsqu'il essaya d'en parler et d'évoquer les origines romaines de l'endroit, Northam refusa d'admettre qu'il avait quelque chose d'inhabituel. Il eut même un rire strident lorsque Williams avait fait allusion aux cryptes souterraines taillées dans le roc, juste au-dessus de la mer du Nord. Les choses s'étaient déroulées ainsi,
jusqu'au soir où Williams apporta à la pension l'infâme Necronomicon, écrit par l'arabe fou Abdul al-Azred. Il connaissait le redoutable ouvrage depuis l'âge de 16 ans, lorsque sa passion naissante pour l'étrange l'avait amené à interroger un vieux libraire de Chandos Street. Il s'était toujours demandé pourquoi les hommes pâlissaient dès que le livre arrivait dans une conversation. Le vieux libraire lui avait appris que seuls 5 exemplaires avaient survécu à la censure des prêtres et des législateurs et étaient maintenant cachés par leurs détenteurs craintifs. Ces derniers s'étaient même aventurés à déchiffrer la fameuse et terrifiante lettre noire. Williams avait pourtant fini par avoir accès à une copie et l'avait eue pour rien. C'était chez un juif du quartier sordide de Clare Market, là où il avait souvent déniché des articles extraordinaires. Et le vieux lévite avait souri dans sa barbe en voyant Williams s'emparer du volume. L'épaisse couverture de cuir et son fermoir en cuivre étaient magnifiques, et le prix incroyablement bas. Le seul aperçu du titre avait suffi à le transporter, et certains diagrammes au milieu du texte en latin avaient réveillé en lui les souvenirs les plus angoissants. Il sentit qu'il était nécessaire de ramener cette chose lourde chez lui et de commencer à la déchiffrer. Et il quitta la boutique dans une telle hâte que le vieux juif ricana de façon inquiétante derrière lui. Mais quand il fut enfin en sécurité dans sa chambre, il s'avéra que la combinaison de lettres gothiques et d'idiomes dérivés du latin dépassait ses talents de linguiste. Et c'est à contre-cœur qu'il appela son ami effrayé à la rescousse. Lord Northam était en train de débiter des inanités à son chat quand le jeune homme entra. Il sursauta violemment, puis frémit en apercevant le livre. Et lorsque Williams en prononça le titre, Northam s'évanouit aussitôt. C'est après avoir repris connaissance qu'il allait lui confier le récit complet de sa folie, ou plutôt le chuchoter, avec angoisse et frénésie, en espérant convaincre son compagnon de brûler l'ouvrage maudit au plus vite et en éparpiller les cendres. Pour Lord Northam, le livre apportait le malheur dès ses premières pages. Mais il fallait pousser les recherches assez loin pour s'en apercevoir. Northam était le 19e baron d'une lignée extrêmement ancienne. L'histoire souvent racontée par sa famille remonte à l'époque pré-saxonne, quand un certain Lunaeus Gabinius Capito, tribun militaire de la 3e légion d'Auguste, alors en garnison à Lindum en Grande-Bretagne romaine, avait perdu son commandement pour avoir participé à certains rites n'appartenant à aucune religion connue. On disait que Gabinius avait découvert une caverne au flanc d'une falaise où une population étrange se réunissait dans l'obscurité pour invoquer d'anciennes divinités. Les Bretons eux-mêmes avaient peur de ces individus, derniers survivants d'une région de l'Ouest aujourd'hui engloutie, et qui avaient laissé derrière eux des îles couvertes de cercles de pierre et de menhirs, dont Stonehenge était le plus grand représentant. Bien sûr, il s'agissait avant tout d'une légende, selon laquelle Gabinius avait construit une forteresse au-dessus de la grotte interdite, une citadelle dont les Pictes, les Saxons, les Danois et les Normands n'avaient jamais réussi à s'emparer. Ou encore que cette lignée toute fraîche avait fait naître l'audacieux lieutenant du prince noir, qu'Édouard III avait fait baron de Northam. Ces choses n'étaient pas certaines, mais souvent relatées. Et en vérité, la construction du donjon de Northam ressemblait fortement à celle du mur d'Adrien. Enfant, Lord Northam faisait des rêves étranges quand il dormait dans les parties les plus anciennes du château, et avait pris l'habitude de se remémorer les scènes, les motifs et les impressions.
Ce qui l'amena à trouver sa vie éveillée, terne et monotone, et à devenir l'explorateur de royaumes imaginaires, aujourd'hui invisibles sur cette terre. Convaincu que notre monde terrestre est un atome perdu dans un univers vaste et sinistre, et que des terres immenses et inconnues se pressent et imprègnent la sphère du connu en tout point, Northam acquit dans sa jeunesse un savoir infini sur les religions et l'occultisme. En vieillissant, sa vie trop banale lui devint de plus en plus intolérable. Au cours des années 1890, il s'essaya au satanisme et continua à dévorer toutes les doctrines et théories lui promettant d'échapper à la science et aux lois invariables de la nature. Des livres comme le récit fantastique d'Ignatius Donnelly sur l'Atlantide ou ceux d'une douzaine de précurseurs de Charles Fort le captivèrent par leurs élucubrations. Il parcourait des distances démesurées pour s'imprégner du récit d'un village aux merveilles étranges. Et une fois, il se rendit même dans le désert d'Arabie, en quête d'une ville sans nom, dont personne n'avait jamais entendu parler. En lui s'éleva la foi insatiable qu'il existait quelque part, un passage vers ces profondeurs extérieures, dont les échos résonnaient si faiblement dans sa mémoire. Peut-être se trouvait-il dans le monde visible, ou bien seulement dans son âme et son esprit. Peut-être se cachait-il dans un coin inexploré de son cerveau, ce lien obscur qui l'aurait réveillé à des vies anciennes et futures, au sein de dimensions oubliées. Ce lien vers les étoiles et l'infini, vers l'éternité et au-delà.